dans Oui, l'analyse que docteur j'ai faite. Nyaka Lagoke, au-delà des grands messes, comme vous venez de l'expliquer tout à l'heure, certains observateurs vous diront seuls les résultats comptent. Je ne sais pas si vous avez aussi constaté que de plus en plus les Occidentaux, s'il faut les nommer comme ça, commencent à redouter tout mouvement de libération effective, d'autodétermination, pour ne pas dire d'émancipation de l'Afrique. Est-ce cette relation entre le mouvement panafricaniste et l'Union africaine, je voudrais ici rappeler un certain nombre de faits. Vous vous rappelez que lorsque Muammar Kadhafi parlait de la monnaie unique africaine, certains pays, politiquement parlant, ont manifesté des réticences. Et aujourd'hui, vous semblez nous parler de ce lien très étroit d'ailleurs avec l'Union africaine qui, on le sait, ce n'est plus un secret, hein, sinon un secret de polichinelle, est financé par les Occidentaux. Vous ne craignez pas que le mouvement panafricaniste, qui devient finalement une menace, nous l'avons dit dès le début, en rappelant bien sûr l'interpellation de Kémy Séba et des autres, ce mouvement panafricain qui devient une menace pour l'Occident, soit étouffé dans l'œuf à force de trop se rapprocher des politiques, par exemple. Moi, c'est-à-dire que, Christian, je vais essayer de être un peu assez particulier par rapport à cette question-là. Comment les Français, c'est-à-dire que pour moi, les gens surestiment la France. Sérieusement. Je n'ai pas l'habitude de parler ainsi, mais vous, les gens surestiment la France. Et je vais expliquer pourquoi. C'est tout de même une puissance, hein. Mais une puissance en déclin. C'est la réelle. J'ai eu ce débat avec un ami il y a près de 8 ans, 10 ans. Quand il y a eu le débat en Côte d'Ivoire entre Kémy Séba, j'ai dit Kémy Séba, entre Afin Guessan et Babo, et j'étais en train de dire à mon ami, voilà ce qu'on a décidé de faire avec, parce que bon, les Français, il dit non, les Français, c'est une puissance en déclin. Il me dit non, que moi, je ne sais pas comment je suis ici. Mais le Afin Guessan qui pensait qu'il devait rentrer dans une collaboration avec la France, aujourd'hui, je parle là. Afin Guessan a décidé d'aller rejoindre Babo dans le PPAC, dans le parti que Babo a créé. Par moment, les gens sont dans des. Est-ce que la France, qui est là, peut venir empêcher le mouvement que nous sommes en train de mener? Je touche du bois. Des gens parmi nous peuvent tomber. Mais le mouvement panafricain est une énergie éternelle. C'est pour cela que ça réapparaît dans le Togo et il y a des mois où le Togo de Nyasingbe. Ou bien que Gbagbo Laurent, qui n'a pas défendu le panafricain comme il se devait, aujourd'hui, là, c'est lui maintenant qui cite Kwame Nkrumah, c'est lui qui cite Gamal Abdel Nasser, c'est lui qui cite Patrice Lumumba. C'est le panafricanisme que les gens voulaient étouffer là, aujourd'hui, là, qui renaît. Donc, au-delà du fait qu'il faut transformer le système de la gouvernance mondiale, ce qui est l'objectif donc de ce congrès, de ce 9e congrès panafricain, c'est aussi une opportunité pour fédérer les efforts et puis coordonner les initiatives dans le milieu panafricain afin qu'on soit beaucoup plus efficace parce que les panafricanistes eux-mêmes sont divisés. Il y en a qui pensent qu'ils sont plus justes que les autres, il y en a qui pensent qu'ils sont vrais panafricanistes, que les autres sont des faux panafricanistes, il y en a qui pensent que bon, il faut qu'ils soient les seuls à briller. Et donc, voici la dynamique, ce qui se passe dans le débat panafricain. Donc, quand le Togo arrive et que le Togo a le soutien de certains pays africains dont j'ai parlé et de l'Union africaine, pour nous, c'est une opportunité historique. Voici un des objectifs de ce 9e congrès panafricain. En allant en Afrique du Sud, et j'ai oublié de le dire, que le pré-congrès de l'Afrique de l'Ouest a eu lieu à Bamako, au Mali, dirigé par Assimi Goïta, qui est aujourd'hui le porte-étendard du panafricanisme, comme on voudrait le voir. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver sur R7 pour évoquer le report du 9e congrès panafricain initialement prévu du 29 octobre au 2 novembre prochain à Lomé au Togo sur le thème Renouveau du panafricanisme et rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales. Mobiliser les ressources et se réinventer pour agir. On en parle aujourd'hui avec Dr Nyaka Lagoke, professeur à l'Université de Lincoln aux États-Unis. Bonjour, Dr Nyaka Lagoke. Bonjour, Christian. Merci pour l'opportunité.
Merci, docteur Nyakalagoke, de nous faire cet honneur d'être encore avec nous sur R7. Avant d'aborder la question centrale de cette interview, je voudrais qu'on s'intéresse d'abord à l'actualité. Comme vous le savez, l'actualité panafricaine, c'est aussi la dernière interpellation du panafricaniste Kémy Séba, président de Urgence panafricaniste, le 14 octobre dernier à Paris, en France, où il a été placé en garde à vue dans les locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI. Je donne tous ces détails pour relever ici la gravité d'une telle interpellation qui lui faisait courir 30 ans de prison ferme, puisqu'il a été accusé d'intelligence avec une puissance étrangère contre les intérêts français. Suivez mon regard. Et finalement, il y est sorti libre et sans procès. Quel commentaire vous inspire cette interpellation? Ok, on a suivi l'information, mais bon, ce sont les motifs pour lesquels on l'a arrêté qui me font sourire, qui seraient en intelligence avec les puissances étrangères. Euh, on imagine qu'il s'agit de la Russie ici et de l'Iran. C'est ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on avait lu, bien sûr, avant qu'on ne l'interpelle. Et cela fait sourire dans la mesure où on voudrait voir ce qu'ils vont dire, c'est-à-dire pas les motifs, maintenant, les chefs d'accusation. Ils seront en intelligence et pour quel objectif? Or, tout le monde sait que l'Afrique est engagée dans une bataille pour sa libération politique et économique. Et puis, donc, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans ce combat. Et donc, Kémy Seba est l'un de ces acteurs qui est très visible à cause du rôle qu'il joue sur les réseaux sociaux. Et donc, pour moi, c'était, on ne disait pas une démarche, c'est un acte assez ridicule de la part de la France qui montre que elle est en désarroi. Si ils estiment que c'est en prenant Kémy Séba, en le mettant en prison, que le mouvement panafricain va être affaibli, je pense que les Français se trompent. Et puis de deux, donc, avant même de parler de tout cela, c'est quelque chose que nous dénonçons et que nous estimons que cela ne va pas nous effrayer. Et on va certainement être un peu plus prudent parce que si on était à une autre époque, on aurait appris que Kémy Séba a été arrêté et qu'il cherchait à fuir et que des gens ont tenté de l'abattre. On aurait appris que peut-être Kémy Seba a rencontré un journaliste et après, comme l'histoire de Félix Boumier, que bon, qu'il a pris un poison. Donc, on connaît les pratiques de la France impériale qui n'a pas envie de perdre de son influence en Afrique et qui est d'ailleurs en plein déclin à cause du réveil de la conscience panafricaine des millions d'Africains, que ce soit au niveau des leaders ou au niveau des activistes ou au niveau des intellectuels. Et donc, voilà, nous dénonçons cela et nous allons continuer de dénoncer cela. Et nous devons être beaucoup plus prudents. Et ça, c'est important aussi parce que on n'a pas envie que quelque chose arrive à Kémy Seba. À ça, il faut que je le dise clairement. Omotunde est parti. Et voilà, c'est vrai que nous faisons ce que nous faisons, le mouvement continue. Mais la particularité d'Omotunde, je n'ai pas encore vu quelqu'un dans l'arène panafricaine qui a pu faire comme lui maintenant, ou bien qui peut remplacer, ou bien occuper le vide qu'il a laissé. Donc, si Kémy Seba n'est pas là, ce serait vraiment une grande perte. Et nous souhaitons que les ancêtres, les membres des ancêtres, nos ancêtres le tiennent et le soutiennent, que les divinités le protègent, que Dieu le protège, afin qu'il puisse rentrer dans la plénitude de sa destinée pour l'avancement de la cause panafricaine, parce que c'est notre génération qui va faire tomber le néocolonialisme français ou la France-Afrique. C'est notre génération. Merci, docteur. Alors, puisque nous parlons du panafricanisme, c'est aussi l'occasion de rendre cet hommage mérité d'ailleurs à Omotunde que vous venez de rappeler tout à l'heure, qui nous a quittés.
il y a quelque temps. Alors, docteur, tout à l'heure, vous disiez que autant à l'époque où il n'y avait peut-être pas les réseaux sociaux, on aurait diabolisé Kémy Séba, on lui aurait collé des motifs, et puis bon, on apprendrait que probablement qu'il se serait suicidé. Et au début de votre réponse, vous disiez que c'est risible au moment où il a été relaxé ou bien quand il avait été arrêté. Cela ne vous a pas inquiété? Je sais que quand on l'a arrêté, immédiatement, d'abord, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il fait en France? C'est la première réaction. Il fait quoi en France? Alors, donc, nous, c'est vrai qu'il est né en France, et puis à un moment donné, il y a eu des histoires par rapport à son passeport. Je sais pas Mais comment ça va. il a encore des parents là-bas, hein. Voilà, il a encore des parents. Oui, mais bien sûr, mais il faut aussi savoir que c'est comme ça que les Occidentaux fonctionnent. Il a des parents là-bas à partir du moment où il y a eu des soucis sur sa nationalité ou son passeport, si on lui a arraché ou il a brûlé son passeport, il faut savoir que les Occidentaux, je ne veux pas employer un mot assez méchant, mais ils sont dans la petitesse. Voilà, c'est-à-dire qu'on parle de la France, mais Kémy Sébastien Nathalie Yam ne peut pas venir aux États-Unis. Vous voyez? Et c'est comme si moi, avec tout ce que je fais, je me trompe et puis bon, un matin, je me retrouve à Cuba. Alors que quand on allait à l'école, on a eu de la sympathie pour la révolution cubaine, ou bien que je me lève pour aller à une réunion en Russie. Quand je vais venir aussi dans les aéroports, les gens vont t'arrêter, ils vont te dire n'importe quoi pour te fatiguer. Bon, Kémy Seba, on n'a pas pensé qu'on allait l'interner de façon éternelle, mais ils vont essayer de le fatiguer, de l'angoisser, de le stresser, peut-être d'engager un procès, et tout cela. Mais moi, je l'ai écouté lui-même par rapport à l'échange qu'il a eu avec un membre de la sécurité de ceux qui ont voulu l'arrêter. Il paraît, d'après ce qu'il a dit, que ce serait lié à ses ambitions présidentielles au Bénin et que Patrice Talon, le président du Bénin, serait derrière cela. Patrice Talon s'est positionné dans ces dernières années, en fait depuis toujours d'ailleurs, comme un maillon de la France, là où, on parlera de ça tout à l'heure, là où le leader du Togo, qu'on reconnaît comme étant faisant partie du maillon français, essaie de s'ajuster, là où des gens essaient de s'ajuster pour voir comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à ce désir de souveraineté de l'Afrique. Patrice Talon, Alassane Draman Ouattara, Macky Sall qui est parti, et puis Bazoum qui est au pouvoir. Ils font partie de ces durs et de ces caciques de la France-Afrique qui pensent qu'ils doivent voler au secours de la France. Et donc, c'est une bonne chose que Kémy Séba veuille être président du Bénin. C'est une très bonne chose. Et c'est une bonne chose que les panafricanistes aspirent à conquérir le pouvoir d'État. Et donc, on verra comment est-ce que Patrice Talon va réagir. Il serait derrière cela, d'après ce que Kémy Séba a dit. Je n'ai pas encore tous les éléments, mais je pense que tout panafricaniste sérieux devrait pouvoir condamner ce qui est arrivé, ce que la France essaie de faire à Kémy Séba, tout en suggérant à Kémy Séba d'être beaucoup plus prudent. Ça, c'est important. C'est pas il y a des moments où il faut éviter des batailles inutiles ou des procès inutiles afin de se concentrer à l'essentiel. Alors, pour terminer avec ce volet, nous sommes en train finalement de vivre là une époque un peu difficile. Les panafricanistes sont mais vraiment menacés. Et dernièrement, je lisais que le professeur Franklin Nyamsi également serait dans les viseurs de la France et selon son informateur, voilà, et on risquerait de mettre la main sur lui également. Mais lui, il vit en France. Alors, vous parlez de prudence à ce moment-là. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Ah non, bon, moi je parle de Kémy Séba parce que, bon, Oui, Franklin Kémy Nyamsi, Séba, oui, on en a parlé, mais non, non, lui, il est à non, non, l'extérieur. j'arrive. Je vais pas de Franklin. Franklin Nyamsi, d'abord, je ne peux pas me prévaloir euh, d'avoir une certaine sagesse infuse pour me permettre de donner des conseils à qui que ce soit. Pour Kémy Séba, j'avais réagi de façon spontanée. Franklin Nyamsi, lui, il est en France et il fait son combat. Et donc, il connaît mieux la France que moi et il a des relais que je peux dire je n'ai pas. Donc, il a des relais au Niger, il a des relais au Mali, un peu partout. Donc, je pense qu'il sait ce qu'il a à faire. Ce n'est pas à moi de lui dire de faire, de faire ceci, de ne pas faire cela. Mais tout ce que je peux dire, et pour la même chose pour Kémy Séba, nous devons être what?
prudent. Ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la première chose. Une des choses que je vais, et j'en profite pour parler de ça, c'est que je déplore, ça, je me permets de parler de ça ainsi, de cette façon, je déplore qu'il n'y ait pas une véritable dynamique Dynamique, de oui. solidarité et d'unité parmi les panafricanistes. Moi, j'ai essayé. Ça, je peux parler ainsi. J'ai essayé autant qu'ils sont dans l'arène. Quand je peux, j'ai essayé, j'ai toujours fait le premier pas pour essayer de les contacter autant qu'ils sont, pour qu'on puisse travailler de façon coordonnée, de façon synergique, mais comme des gens leur approche. Et donc, voilà, les choses ne sont pas toujours passées comme le souhaite. C'est d'ailleurs pour cela que tout ce qu'on peut faire, c'est demander à ceux qui sont en haut de tenir et de protéger nous qui sommes dans l'arène, dans l'espoir qu'un jour, la sagesse habiterait les uns et les autres pour qu'on puisse travailler de façon coordonnée. C'est tout ce que je peux dire. Merci donc, si j'ai bien compris, vous appelez là à une dynamique finalement des panafricanistes, travailler ensemble pour être beaucoup plus efficaces. Alors, venons-en donc au 9e congrès panafricain qui a été finalement reporté, initialement prévu, je l'ai rappelé tout à l'heure d'entrée de jeu, du 29 octobre au 2 novembre prochain, Lomé au Togo. Alors là, le congrès a été reporté à une date, sinon pour une date ultérieure. Donc, on ne sait même pas si il va encore se tenir. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut comprendre les raisons de ce report? Oui, donc et c'est vrai que quand le congrès a été reporté, il nous est parvenu, il m'est parvenu une certaine perception, une certaine impression de beaucoup de personnes qui pensaient que le congrès avait été tout simplement annulé. Et donc, après avoir échangé avec le ministre Ducé, voilà, c'est de ça qu'il s'agit, c'est lui qui est l'architecte principal du 9e congrès panafricain, c'est lui qui m'a nommé président du comité scientifique, et puis c'est c'est Claudicia de RFI qui m'a présenté au ministre Robert Ducé à l'occasion du lancement du 9e congrès panafricain qui a eu lieu le 22 mai 2023. Et donc, j'étais là-bas l'une des personnes non-state acteurs à prendre la parole pour parler du panafricanisme. Et après cela, donc, il m'a demandé un projet de comment est-ce que je voyais l'organisation du congrès et il a décidé de me nommer président du comité scientifique. Donc, j'ai échangé avec lui et donc, on a aussi vu qu'il y a eu une réunion qui a eu lieu le vendredi, la réunion du haut comité du 9e congrès panafricain, un comité composé d'une quinzaine de pays qui a été mis sur pied par l'Union africaine dans le cadre de la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine et surtout pour superviser l'organisation du congrès panafricain. Donc, il y a une réunion qui a eu lieu et le vendredi et il a été dit, et ce que j'ai appris, qu'il s'agit d'un ajustement logistique. Le congrès devait avoir lieu à l'hôtel du 2 février et donc les autorités togolaises veulent mettre l'accent sur le caractère symbolique et historique du 9e congrès. Et donc, le congrès va désormais avoir lieu au Palais des Congrès qui est en pleine rénovation. Donc, ce n'était pas possible Oui, mais d'accorder. docteur Nyakala Goké, c'est une façon de dire que le congrès aura lieu après la fin des travaux de rénovation. Non, non, c'est-à-dire que les travaux devraient finir octobre-novembre, et bien pour ne pas dire aux gens de venir et puis il y allait avoir quelques réflexions à faire au dernier moment, ça a été reporté. Donc, ce qui est, je sais, et c'est ce que les membres du haut comité ont dit le vendredi, il y a même un journal qui a fait un article sur cela, et la vice-présidente de la commission de l'Union africaine, docteur Monique, était à la réunion, donc il a été décidé et l'information est que c'était pour des ajustements logistiques et que le congrès aura lieu dans l'année prochaine, en 2025. Et donc, nous sommes en train d'en profiter pour faire ce qu'on peut faire pour rattraper les erreurs qui avaient été faites ici et là. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais pourquoi pas ailleurs, dans un autre pays africain, par exemple? Oui,
Ça, c'est une très bonne question, Christian. Voilà, donc, c'est vrai que je vous ai fait des compliments en privé, mais c'est une très bonne question. Et je vais répondre à cela. C'est le Togo qui a pris l'initiative et c'est l'Union africaine qui a, en anglais, on dirait endorsé ou bien endossé, je ne sais pas si c'est ce qu'on dit en français. Et donc, il y a eu plusieurs pays qui se sont mis dans le processus. Et puis, il a été décidé d'organiser des pré-congrès régionaux selon les 6 régions de 6 régions de l'Union africaine. Donc, l'Afrique du Nord, l'Afrique australe, de l'Est, de l'Ouest, centrale et l'Afrique dans la diaspora. Et l'Afrique dans la diaspora, le pré-congrès a eu lieu à Salvador de Bahia, dans l'espace le plus africain du Brésil. Donc, quand je dis cela, c'est pour dire quoi? Quand le pré-congrès a lieu dans un pays, ce n'est pas le Togo qui met l'essentiel des moyens. Le Togo peut composer ou participer, mais c'est en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud devait abriter, inviter les gens des divers espaces de l'Afrique australe. Donc, le Togo peut contribuer, mais c'est les pays qui abritent qui ont pris sur eux la responsabilité de mettre un peu de financement pour faire ce qu'ils avaient à faire. Le congrès a eu lieu au Brésil, le Togo y a contribué financièrement et logistiquement, mais le Brésil a abrité, c'est le Brésil qui a donné son espace, l'électricité, les hôtels, la nourriture, si vous voyez un peu. Donc il y a tout cela qu'il faut savoir. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que si un pays n'a pas envie de payer le prix, donc ce pays ne va pas demander à ce que le Congrès soit déplacé du Togo à ce pays-là. Donc, je vous ai parlé de l'Afrique du Sud qui a joué un rôle assez important là-dedans et dans ce projet et qui a abrité le premier pré-congrès à Pretoria. Et donc, je ne vois pas comment l'Afrique du Sud viendra encore pour dire nous voulons abriter le 9e congrès. C'est des choses qui se budgétisent et ce n'est pas des décisions qu'on prend à la dernière minute. Donc, pour moi, c'est pour cela que l'idée que cela ait lieu maintenant là ne pouvait pas prospérer. Oui, le problème, c'est que nous savons également que la main qui donne est celle qui dirige souvent. Et là, vous parlez du gouvernement togolais et vous dites que c'est beaucoup plus le panafricanisme. Après, il faut peut-être expliquer aux téléspectateurs quels sont réellement vos rapports avec la politique togolaise, bien entendu. Oui, c'est une bonne question. Moi, je n'ai jamais rencontré le président togolais. Il faut que les gens le sachent. Voilà. La seule personne dans le gouvernement togolais avec laquelle je communique, c'est le ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert Dussi. Et comme je l'ai dit, c'est Claudicia qui me l'a présenté. Et puis, sur la base de ce que j'ai fait et sur la base de ce que j'ai proposé, le ministre m'a demandé d'être le président du comité scientifique. C'est vrai qu'en Afrique, quand les gens font des choses, tout le monde pense que quand on travaille avec un gouvernement africain, donc on reçoit de l'argent, ou soit on est corrompu, on a vendu son âme, donc surtout quand il s'agit d'un pays comme le Togo qui n'a pas bonne presse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon pays, en Côte d'Ivoire, Babou nous a donné l'occasion d'avoir quelques proverbes qui font partie du langage ivoirien. On dit quand quelqu'un marche, il laisse des traces. Voilà. Moi, j'ai marché depuis que j'étais adolescent jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu un homme politique sur la terre qui m'a corrompu. D'ailleurs, les gens ne pensent même pas me corrompre parce que les gens savent que je suis libre dans ma tête. Donc, le travail que je fais, il faut que cela soit sûr. Le ministre, quand il m'a demandé d'occuper le poste, il m'a dit clairement que c'était un travail bénévole. Donc, ce n'est pas comme s'il reçoit un salaire de 5 000 $ par mois pour faire le travail que je suis en train de faire. Donc, il faut que cela soit connu et sûr des gens. Donc, maintenant, l'autre élément, c'est que quand quelqu'un marche, il laisse des traces. Donc, c'est mon parcours. Quand j'étais en train de faire le combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire en 2011, voilà, on m'a posé une question à peu près similaire. J'ai travaillé avec Babo dans son journal. À un moment donné, je devais faire travailler avec à l'ambassade, où j'ai d'ailleurs fait seulement 2 mois sans être payé. Et donc, des journalistes m'ont demandé si ce n'est pas parce que j'avais des liens d'argent avec Babo. Il y a même une journaliste de RFI qui, dans le cadre du travail que les Français font,
Je pensais même que c'était plus quelqu'un qui travaillait comme agent de renseignement que comme journaliste de RFI. Ça devait être ma première interview sur RFI, qui n'a jamais d'ailleurs été publiée depuis 2011. Elle m'a justement posé la question, est-ce que tout ce que je fais, ce n'est pas parce que je cherchais un poste? J'ai dit à la dame, je ne fais pas de choses pour de l'argent, ni pour un poste. Que si Gbagbo Laurent devait me nommer, c'est quand il avait le pouvoir, ce n'est pas au moment où on est en train de le bombarder, qu'il n'est même pas sûr qu'il allait être encore au pouvoir. C'est pas à ce moment-là que je vais poser des actions juste parce que je voulais avoir un poste. Bon, les gens ne peuvent pas comprendre ma logique. Et des gens qui connaissent la nature des rapports que j'ai eus avec l'administration de Gbagbo, les gens ne peuvent pas imaginer que quelqu'un qui a été victime, frappé d'ostracisme par l'administration de Gbagbo Laurent et des cadres de son administration et des gens qui travaillent avec lui, que je puisse prendre et de mon temps et de mon argent et de mon énergie pour faire ce que j'ai fait en 2010-2011. Et je l'ai fait justement malgré les différends que j'ai avec Gbagbo Laurent dans certaines de ses approches, je l'ai fait au nom justement de l'Afrique et au nom de la souveraineté. Ceux qu'on considère aujourd'hui comme des panafricanistes les plus sérieux ou les vrais panafricanistes parce qu'on les voit sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre eux ne se sont pas mis dans ce combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire qui devait être le facteur déterminant de toutes les révolutions que nous voyons en Afrique. Parce que Gbagbo a pris le pouvoir en octobre 2000. Il a été attaqué dès 2001 déjà et 2002. La crise ivoirienne, comme je l'ai dit dans la plupart de mes interviews, a été une crise qui a contribué au réveil du panafricanisme. Donc voilà un peu ce que je suis. Maintenant, autre élément, c'est que ça vient de Blé Goudé. On dit que quand quelque chose doit gâter ton nom, ça doit avoir un nom. Voilà. Donc, pour que moi, je puisse servir le gouvernement du Togo, pour qu'on me voie comme quelqu'un qui veut aider le gouvernement du Togo, ou bien que je suis quelqu'un à qui on a donné de l'argent, il faudrait que cet argent-là soit vraiment de l'argent consistant. Or, quand on n'a pas d'argent, or ça, il n'a jamais été question d'argent dans le projet. Donc, c'est pour ça que j'ai apprécié la question. Je ne l'attendais pas, mais c'est ça la réalité. Et quand j'avais dit aux journalistes qui me posaient des questions en 2011 que s'ils ne sont pas sûrs de ce que je dis, que les gens pouvaient faire les enquêtes. Et certainement qu'après avoir essayé, ils n'ont pas continué parce que mon compte devait certainement être au rouge en 2011. Aujourd'hui, en ce moment, je n'avais pas un travail en plein temps et je fais ce travail. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai un boulot à Lincoln University où je travaille. Et si j'ai passé toute ma vie sur cette terre des hommes à vivre de pénurie et à vivre, à mener une vie qui n'était pas une vie d'abondance, une vie de privation, une vie de sacerdoce, ce n'est pas maintenant là que je vais vendre mon âme pour soutenir le gouvernement du Togo. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas rencontré le président togolais. Le ministre togolais ne m'a pas dit qu'il allait me payer et j'ai accepté de faire le travail justement parce que pour moi, c'était une opportunité historique et c'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, Et mais docteur Niakala Goké, ceux qui croient que ce qu'on raconte, ce n'est pas juste ou bien ce n'est pas vrai, ils n'ont qu'à faire leur enquête. S'ils sont honnêtes, ils verront de quoi je suis en train de parler. évidemment, non, je vous posais la question parce que simplement, au-delà de l'aspect pécunier, c'est-à-dire le côté argent, il y a aussi qu'il peut avoir des pesanteurs politiques, on ne sait jamais, parce que là, vous parlez du ministre des Affaires étrangères. Alors après, on se posera la question, en quelle qualité agit-il? Est-ce que en tant que personnalité ou c'est en qualité évidemment du ministre des Affaires étrangères? Or, nous savons bien que dans la structure d'un gouvernement, ce ministère est quand même un ministère régalien et qu'on ne Non, cède pas ce ministère à n'importe qui. Et donc, lorsqu'il agit comme ça, si c'est au nom du gouvernement, naturellement, il doit avoir une pesanteur politique, ce qui ferait peut-être, qui pourrait, je dis bien, gêner les autres panafricanistes de rejoindre, par exemple, ce mouvement. non, non. Oui, c'est normal d'ailleurs. Et puis, le ministre, quelqu'un qui est ministre d'un pays, c'est sûr que il travaille, en fait, pas il travaille, il représente les intérêts du Togo, il représente les intérêts du président togolais. Et il est le ministre des Affaires étrangères du Togo, il est le ministre des Affaires étrangères du président Faure Gnassingbé. Donc ça, il n'y a pas de débat. Je ne vais pas parler de la trajectoire de M. Ducé,
Et comme je vous l'ai dit, je l'ai connu seulement l'année dernière, en 2023, grâce par le truchement de Claudicia. Maintenant, la question que vous posez m'amène à soulever la question du rôle des États africains dans le débat panafricain. La conversation que j'ai avec les uns et les autres, c'est quoi? Nous sommes ici en ce moment en train de parler. Il y a des gens qui sont au Congo, certainement qui ont des choses à reprocher au Togo, et donc qui sont en train de faire une réunion dont vous n'êtes pas au courant, dont la plupart des gens ne sont pas au courant, mais qu'ils ont appelé le 9e congrès panafricain. Il y a des gens qui vont aller avoir une réunion à Dakar, qui sont dans un groupe qu'ils appellent la dynamique unitaire panafricaine, qui estiment que le Togo n'a pas de crédibilité pour faire le congrès panafricain et que eux, ils auraient certainement beaucoup plus de légitimité et de crédibilité pour organiser une rencontre panafricaine. Donc, c'est normal que beaucoup d'entre eux, je connais quelques personnes, qui ont fait des choses assez sérieuses par rapport au panafricanisme, donc ils vont se réunir à Dakar, mais qui ne reconnaissent pas au Togo ni la crédibilité, ni la légitimité d'organiser un congrès panafricain. Il y en a d'autres qui vont se réunir à Madrid en début novembre, qui estiment que l'initiative du Togo n'est pas une initiative crédible. J'ai dit l'initiative du Togo parce que c'est le Togo qui a pris l'initiative, mais c'est devenu un projet de l'Union africaine. Et donc, pour eux, ils vont faire donc, une rencontre panafricaine pour soutenir les vrais panafricanistes ou les vrais panafricains que sont les leaders de l'Alliance des États du Sahel. Et puis, donc, il y a le Global Pan-African Movement qui est en Afrique de l'Est, dont le parrain serait le président Museveni de l'Ouganda, à qui des gens estiment, en fait, auquel on reproche de ne pas avoir été constant dans le combat panafricain et auquel on ne reconnaît pas non plus une certaine crédibilité. Et ce groupe-là estime qu'il doit être le seul à avoir le seul à organiser les congrès panafricains, car ce groupe était impliqué dans l'organisation du 6e, du 7e et du 8e congrès panafricain. Voici le décor. Alors, puisque le... Christian, je vais terminer. Ce Je que je vous veux en dire, c'est prie. quoi? Je Oui. vais terminer. Ce que je veux dire, c'est quoi? L'histoire du panafricanisme, et je le dis à tous ceux qui ont étudié, ceux qui croient savoir le panafricanisme, l'histoire du panafricanisme, là, quand il y avait, et c'est vrai que le président togolais n'est pas Julius Nyerere, il n'est pas Kwame Nkrumah, il n'est pas Sékou Touré, il n'est pas Modibo Keïta, mais dans l'histoire du panafricanisme, on ne peut pas dire que les États africains n'ont pas joué un rôle. On ne peut pas le dire. Les groupes de Casablanca et de Monrovia étaient composés de leaders africains. Et donc, les gens du Libéria n'étaient pas forcément aussi panafricanistes que les gens du Mali et de la Guinée ou du Ghana. Et donc, c'est quand il y a eu des différentes tendances dans le cadre des leaders, parmi les leaders africains, et c'est Kwame Nkrumah avait commencé la série des rassemblements panafricains qu'on appelle All African People's Conferences. Kwame Nkrumah a initié l'Union Ghana-Guinée, et Mali après, et Kwame Nkrumah, Sékou Touré et Modibo Keïta, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'est quand il y a eu les différentes tendances. Les Houphouët-Boigny qui ont créé le Conseil de l'Entente en 1959, certainement pour satisfaire, mobilisant les pays francophones, pour défendre les intérêts de la France contre le véritable mouvement panafricain. Toutes ces tendances-là se sont réunies et il y a eu les deux blocs. Quand ils se sont rencontrés à Addis Abeba, ils ont créé l'Organisation de l'Unité africaine. L'Organisation de l'Unité africaine a contribué à la décolonisation de l'Afrique d'une certaine façon, à la lutte, à mettre la pression contre le régime de l'apartheid de l'Afrique du Sud, tout ce que vous pouvez imaginer. Malcolm X, qu'on considère comme étant l'un des plus grands panafricanistes du monde, a créé l'Organisation de l'Unité afro-américaine en 1964 ou 65, quand il a voulu ébuler l'Organisation de l'Unité africaine. Voici ce qu'il faut savoir. Donc, on ne peut pas venir dire qu'un pays ne peut pas prendre l'initiative d'organiser un rassemblement panafricain. Je ne suis pas d'accord avec cela. Et deuxièmement, si le Togo n'a pas, à un moment donné, assumé ses responsabilités historiques, on ne peut pas renoncer au Togo d'être dans une logique d'ajustement. Quand j'étais au lancement, mon discours, les dernières phrases, et vous pouvez aller et prendre cela, vous allez voir. J'ai dit
que le fait de voir le Togo, qui n'est pas un pays traditionnellement panafricaniste, s'impliquer dans le combat panafricain, c'est une réponse à nos désirs les plus profonds. C'est ce que j'avais dit. Et j'avais souhaité que, en marge du Togo ou en plus du Togo, qu'il y ait la même chose qui se passe dans la plupart des pays africains. Et je termine donc. Les pays de l'AES que nous apprécions tant, que nous soutenons tant, ou encore le Sénégal de Macky Sall qui est arrivé au pouvoir de façon démocratique, ce que nous souhaitons, c'est que si le Togo n'a pas la crédibilité et que nous estimons que c'est une opportunité historique, pour que le combat panafricain puisse aller plus rapidement, on voudrait que le Mali du général Assimi Goïta, le Mali et le Niger du général Tchani, ou bien le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré, ou encore le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko prennent l'initiative pour organiser des rassemblements. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que si le Togo dérange, encore que le Togo a pris l'initiative et ce projet est un projet qui rentre dans le cadre des activités de l'Union africaine, et donc, voilà, les pays dont je viens de parler peuvent organiser des rassemblements panafricains. Et on peut se retrouver au Togo, et on peut se retrouver au Niger, on peut se retrouver au Mali, on peut se retrouver au Burkina. On doit démocratiser le débat panafricain. Voilà un peu ce que, voilà ma position. Alors, docteur Niaka Lagoke, nous parlions donc du 9e congrès qui a été le 9e congrès panafricain, bien sûr, qui a été reporté à une date ultérieure, vous avez dit. Probablement que d'ici là, après peut-être les travaux, bien sûr, de réfection du palais, le congrès pourrait encore se tenir. Alors, si j'ai bien compris, c'est une décision, en fait, le 9e congrès, hein, je parle du 9e congrès, bien entendu, est une décision du 36e, de la 36e plutôt, session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine, tenue les 18 et 19 février 2023 à Addis Abeba, en Éthiopie. Est-ce qu'on peut aujourd'hui nous rappeler un peu les attentes ou quelles étaient les attentes de ce congrès ou quelles sont les attentes parce que finalement, ça n'a pas encore eu lieu. Les attentes de ce congrès, c'est quoi? Non, comme vous-même vous l'avez annoncé au début par rapport au thème, comme je vous ai dit, tout ce que vous voyez, toutes les initiatives qu'il y a ici et là, il faudrait quand même qu'il y ait une certaine fédération des efforts. C'est le minimum. Il faudrait qu'il y ait une certaine coordination des efforts, des initiatives panafricanistes. Voilà, Nathalie Yam, Kémy Seba, Franklin Yamsi font leur travail sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a des intellectuels panafricanistes un peu partout. Et nos camarades qui sont au Burkina Faso et qui ont organisé la lutte, ceux qui sont au Sénégal qui ont organisé la lutte pour qu'il y ait le changement, ceux qui ont organisé la lutte au Niger pour qu'il y ait le changement, Julius Malema qui parle de la justice économique depuis l'Afrique du Sud, ou encore Pierre Lumumba qui est aussi assez connu sur les réseaux sociaux, et des gens comme nous qui sommes en train de faire ce qu'on appelle, on est en train de bâtir un mouvement. C'est ce que nous faisons depuis longtemps. Voilà, j'étais en dehors, avant même qu'on ne soit là où on est. En 2007, mes amis et moi, nous avons lancé le Forum pour le réveil du panafricanisme quand le débat n'était pas encore populaire. C'est ce qu'on a fait aux États-Unis ici. C'est ce qu'on a, c'est notre race, entre autres. Jusqu'à ce qu'en 2012, à mon initiative, et que j'ai proposé qu'on organise une conférence sur Thomas Sankara chaque année. Et après, on a fait des choses par rapport à Cuba. Toutes ces initiatives, ou encore mon ami Maurice Kané, directeur des Friends of the Congo, toutes ces initiatives que vous voyez là, ou des amis qui sont à l'Institut des études africaines au Ghana, il faudrait quand même profiter d'une opportunité pour essayer de rassembler tous ces groupes-là pour qu'on puisse travailler de façon synergique. Ça, c'est le minimum. Donc, au-delà du fait qu'il faut transformer le système de la gouvernance mondiale, ce qui est l'objectif donc de ce congrès, de ce 9e congrès panafricain, c'est aussi une opportunité pour fédérer les efforts et puis coordonner les initiatives dans le milieu panafricain, afin qu'on soit beaucoup plus efficace, parce que les panafricanistes eux-mêmes sont divisés. Il y en a qui pensent qu'ils sont plus justes que les autres, il y en a qui pensent qu'ils sont vrais panafricanistes, que les autres sont des faux panafricanistes, il y en a qui pensent que bon, il faut qu'ils soient les seuls à briller. Et donc, voici la dynamique, ce qui se passe dans le débat panafricain. Donc, quand le Togo arrive et que le Togo
a le soutien de certains pays africains dont j'ai parlé et de l'Union africaine, pour nous, c'est une opportunité historique. Voici un des objectifs de ce 9e congrès panafricain. En allant en Afrique du Sud, et j'ai oublié de le dire, que le pré-congrès de l'Afrique de l'Ouest a eu lieu à Bamako, au Mali, dirigé par Assimi Goïta, qui est aujourd'hui le porte-étendard du panafricanisme, comme on voudrait le voir. Donc voilà un peu l'un des objectifs. Et puis, en dehors de cela, il y a eu la question de la réparation, qui est un débat important. Et là encore, ceux qui parlent de l'Union africaine devraient savoir que le Ghana a pris l'initiative et puis l'Union africaine soutient ce projet et le Ghana a organisé une conférence sur la réparation en novembre 2023. Il y a eu encore des centaines de personnes qui étaient rassemblées à cet événement-là et c'est comme cela que la rencontre du Ghana a contribué à mettre beaucoup plus de lumière sur le débat de la question de la réparation, car il y a désormais un front uni de l'Afrique et de la communauté des Caraïbes et d'autres leaders des différentes parties du monde en train de travailler pour que la question de la réparation soit une question qui aboutisse et que les pays occidentaux, l'Amérique, la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, la Hollande, tous ces pays, l'Espagne, l'Italie, et puis l'Église catholique, toutes ces institutions qui étaient impliquées dans l'esclavage et dans la colonisation, puissent faire payer les dommages et intérêts au peuple des descendances africaines. Voilà pourquoi est-ce que le congrès panafricain est assez particulier. Je ne vois aucun de ceux qui estiment être les plus solides dans notre combat panafricain en train de prendre une telle initiative. Et ça aussi, il faudrait qu'on arrive à le comprendre. Donc, quand le pré-congrès de Salvador de Bahia a eu lieu au Brésil, c'était quoi? Près de 50 États qui étaient représentés. On peut tout reprocher au Togo, mais leur initiative là a amené le Brésil, dirigé par Lula, qui a su la présidence du groupe du G20, le Brésil qui est un pays fondateur des États des BRICS, et le Brésil qui contribue à bâtir un monde multipolaire, un monde polycentrique. Le Brésil de Lula a accepté d'abriter le pré-congrès de Salvador de Bahia dans l'espace le plus africain du Brésil. Des centaines d'intellectuels, des Noirs étaient là, des gens sont venus de l'Amérique latine, l'Amérique lusophone, des gens sont venus de divers pays. Et puis, il y a eu donc ce grand moment de rassemblement à l'initiative d'un pays auquel on reprocherait une certaine légitimité, une certaine crédibilité à organiser un congrès panafricain. Voici aussi ce que les gens devraient prendre en compte dans l'analyse. Oui, docteur Nyaka Lagoké, au-delà des grands messes, comme vous venez de l'expliquer tout à l'heure, certains observateurs vous diront seuls les résultats comptent. Je ne sais pas si vous avez aussi constaté que de plus en plus les Occidentaux, s'il faut les nommer comme ça, commencent à redouter tout mouvement de libération effective, d'autodétermination, pour ne pas dire d'émancipation de l'Afrique. Est-ce cette relation entre le mouvement panafricaniste et l'Union africaine, je voudrais ici rappeler un certain nombre de faits. Vous vous rappelez que lorsque Muammar Kadhafi parlait de la monnaie unique africaine, certains pays, politiquement parlant, ont manifesté des réticences. Et aujourd'hui, vous semblez nous parler de ce lien très étroit d'ailleurs avec l'Union africaine qui, on le sait, ce n'est plus un secret, hein, sinon un secret de polichinelle, est financé par les Occidentaux. Vous ne craignez pas que le mouvement panafricaniste, qui devient finalement une menace, nous l'avons dit dès le début, en rappelant bien sûr l'interpellation de Kémy Séba et des autres, ce mouvement panafricain qui devient une menace pour l'Occident, soit étouffé dans l'œuf à force de trop se rapprocher des politiques, par exemple. Cela dit que, Christian, je vais essayer d'être un peu assez particulier par rapport à cette question-là. Comment les Français, c'est-à-dire que pour moi, les gens surestiment la France. Sérieusement. Je n'ai pas l'habitude de parler ainsi, mais les gens surestiment la France. Et je vais expliquer pourquoi. C'est tout de même une puissance, hein? Mais une puissance en déclin. C'est la réelle. J'ai eu ce débat avec un ami il y a près de 8 ans, 10 ans.
Quand il y a eu le débat en Côte d'Ivoire entre Kémy Séba, entre Afin Guessan et Gbagbo, j'étais en train de dire à mon ami, voilà ce qu'on a décidé de faire avec, parce que bon, les Français, il dit non, les Français, c'est une puissance en déclin. Il me dit non, que moi, je ne sais pas comment je suis ici. Mais le Afin Guessan qui pensait qu'il devait rentrer dans une collaboration avec la France, aujourd'hui où je parle, là, Afin Guessan a décidé d'aller rejoindre Gbagbo dans le PPAC, dans le parti que Gbagbo a créé. Par moment, les gens sont dans des... Est-ce que la France qui est là peut venir empêcher le mouvement que nous sommes en train de mener? Je touche du bois. Des gens parmi nous peuvent tomber. Mais le mouvement panafricain est une énergie éternelle. C'est pour cela que ça réapparaît dans le Togo de Yadema ou le Togo de Nyasingbe. Ou bien que Gbagbo Laurent, qui n'a pas défendu le panafricain comme il se devait, aujourd'hui, là, c'est lui maintenant qui cite Kwame Nkrumah, c'est lui qui cite Gamal Abdel Nasser, c'est lui qui cite Patrice Lumumba. C'est le panafricanisme que les gens voulaient étouffer là. Aujourd'hui, là, qui renaît dans Ibrahim Traoré, qui n'a pas la formation de Thomas Sankara, ou bien qui renaît dans Simi Goïta, qui n'a pas la formation de Modibo Keïta, ou qui renaît dans le général Tchiani. Le panafricanisme là, il ne peut pas l'arrêter. C'est une énergie que les Occidentaux ne peuvent pas arrêter. C'est nos propres insuffisances là. C'est ce qui fait que les Occidentaux parlent encore et qu'on a le sentiment qu'ils sont puissants. Les panafricains qui sont dans l'action depuis des années, on est incapable même de se retrouver pour parler d'une seule et même voix. Chacun voulant être une star, comme le soleil qui veut être le seul à briller. C'est ce qui fait qu'on parle encore de la France. Donc, pour dire quoi? Ce que nous sommes en train de faire, dans la lutte là, et je vais en profiter pour parler du panafricanisme. Il y a 3 choses que les gens doivent savoir sur le panafricanisme. 3. Il y a toujours une série de systèmes d'oppression. Il y a toujours une série de déterminants unificateurs de conscience. Et il y a toujours la question de l'idéologie. Depuis que le panafricanisme a été conçu et élaboré, c'est ça là qui ne change jamais dans le panafricanisme. Les systèmes d'oppression peuvent changer. Les déterminants unificateurs de conscience peuvent changer. La question de l'idéologie peut changer. L'idéologie à utiliser peut changer. Mais les 3 choses là, comme on dit aux États-Unis, c'est les 3 patterns qui ne changent jamais dans l'histoire du panafricanisme. Hier, là, c'était l'esclavage, la colonisation. Aujourd'hui, là, c'est la France-Afrique, le néocolonialisme, le néolibéralisme. Les déterminants unificateurs, hier, c'était la décolonisation. C'était la lutte contre l'apartheid. C'était la lutte contre la ségrégation. Aujourd'hui, les déterminants unificateurs de conscience, c'est quoi? La question de la réparation dont on parlait tout à l'heure. La question de la dette des pays pauvres. C'est la question du retour des objets culturels africains. C'est la question de l'expulsion des bases militaires étrangères. Et puis, la question de l'idéologie, hier, c'était quoi? Le socialisme scientifique, le Oudjama de Julius Nyerere, le socialisme scientifique de Kwame Nkrumah ou le consensus et bien de choses. Aujourd'hui, là, des gens comme moi, là, nous avons décidé que l'idéologie idoine autour de laquelle concevoir le panafricanisme, là, ça doit être la philosophie Ubuntu. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. Comment, aujourd'hui, au moment où je suis en train de parler avec vous, Suleiman Bachir Diagne, philosophe sénégalais, que les Français aiment tant, qui parle du panafricanisme de façon intellectuelle, mais pas de façon militante, là où je vous parle là, il commence à sortir des ouvrages qui parlent d'Ubuntu. Et les Français, en ce moment précis là, il va en train de parler de son livre ou bien de ses ouvrages, avec qui Achille Mbembe, qui a toujours voulu être réfractaire par rapport au panafricain, mais qui est un très grand intellectuel, un éminent intellectuel. Donc, les Occidentaux ne peuvent pas arrêter ce processus. Ce que je dis à ceux qui pensent qu'ils sont beaucoup plus militants que les autres, c'est que les leaders africains, qu'on leur concède leurs ajustements, ce qu'ils peuvent faire, quand ils entendent le panafricanisme, quand ils en parlent, même s'il ne faut pas des choses que nous voulons, mais ceux qui mènent le véritable combat là, le véritable combat, c'est ceux qui sont dans les rues, qui amènent les leaders africains à s'ajuster. C'est nous. Si le combat panafricain ne marche pas, les premiers responsables, c'est d'abord nous, avant les leaders africains, qui, eux, subissent toutes sortes de pressions des Occidentaux. Donc, voilà un peu, donc pour ça, là, j'en profite pour vous donner une information Oui. que j'ai mis la somme de mes interviews. Le livre va sortir très bientôt, que j'ai appelé le panafricanisme d'hier à demain et la philosophie Ubuntu pour éduquer les masses africaines. Je m'occupe et de la France et de l'Occident. Je parle en tant qu'Africain, en tant que panafricaniste. Si le livre est lu et que cela peut contribuer à éveiller les consciences des Africains ici, aujourd'hui et demain,
C'est une contribution que les Occidentaux ne peuvent pas arrêter. C'est ce qu'il faut que vous voyez. Donc, Voilà, on il ne va terminer. faut pas surestimer la France. Et même en France, il y a de nombreux Blancs qui sont en train d'écrire beaucoup de livres pour montrer que la France-Afrique, là, ce n'est pas un système qui doit continuer. C'est vrai qu'on peut donner, comme Babo peut donner de l'argent à Bourgi ou à ces gens-là ou à Chirac. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais le panafricanisme en tant qu'idée, là, c'est éternel. Ils ont voulu tuer Kwame Nkrumah, on l'a renversé. Aujourd'hui, Kwame Nkrumah est devenu la boussole du combat panafricain. Ils ont tué Thomas Sankara, elle est devenue le repère. Il est devenu le repère ou la conscience de la jeunesse qui lutte pour l'indépendance politique et économique de l'Afrique francophone au minimum. C'est ça la réalité. Mandela, là, qu'ils ont mis en prison pendant 27 ans, les mêmes Occidentaux l'ont célébré. Donc, tout ce qui est King, Malcolm, Dubois, Garvey, aujourd'hui, c'est leur résurrection. Donc, il ne faut pas surestimer les Français. Merci, docteur Nyakala Goké. Nous sommes à la fin de cette interview. Alors, que doivent retenir les téléspectateurs sur le report du 9e congrès, c'est cela, panafricain, voilà, qui a été reporté à ensuite, vous nous direz, puisqu'on parle du 9e congrès, c'est fort probable qu'il y ait eu finalement 8 autres précédents congrès. Et quelle évaluation peut-on faire maintenant de ce mouvement panafricaniste? Non, moi, je ne vais pas aller parler des congrès précédents parce que c'est toute une autre émission. Parce que quand les gens parlent du congrès panafricain, je l'ai dit au ministre togolais, si moi j'avais été associé à leur projet au début, on n'allait même pas appeler ce congrès-là, on n'allait même pas appeler ça le congrès panafricain. Voilà, parce qu'il faut que les gens le sachent. Que quand on parle de congrès panafricain, on associe cela au nom de Dubois. Et puis, quand on parle de convention, on associe cela au nom de Marcus Garvey. Et quand on parle de conférence panafricaine, on associe cela au nom de Henry Sylvester Williams. La série des rassemblements que Nkrumah a organisé, on appelle ça la conférence de tous les peuples africains. Georges Padmore de Trinidad, qui était au congrès de Manchester en 1945, c'est lui qui était l'architecte de la première conférence de All Africa People's Conference au Ghana en tant que conseiller de Kwame Nkrumah. Vous voyez un peu. Donc, donc, si je veux parler des congrès panafricains, le premier, le 2, le 3, donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Et Donc, donc, c'était juste voilà. pour évaluer si le mouvement Voilà. avance, Non, est-ce non, qu'il non, non. recule, Non, il le mouvement, stagne, est-ce que... le mouvement comme je l'ai dit, le mouvement panafricain est un mouvement qui est éternel. C'est un mouvement qui connaît à un moment donné des moments de basse tension et des moments de haute tension. Comme En quoi, il y a anglais, une évolution. voilà, on dit donc qu'il y a des moments de peaks and de valleys. Quand on a renversé un Nkrumah, ils ont pensé que c'était la fin. Et puis, à un moment donné, Julius Nyerere a fait ce qu'il pouvait faire, la lutte d'Amilcar Cabral, et puis l'implication de Fidel Castro dans la décolonisation des pays, des colonies portugaises, et Mandela, son combat, le combat contre l'apartheid avec Nelson Mandela Movement, Thomas Sankara qui émerge, Gaddafi et Rawlings qui émerge, Maurice Bishop qui émerge en Grenade, et puis à un moment donné, Kadhafi qui apparaît, Kadhafi assassiné, ils ont pensé que c'était fini, ils sont allés, ils ont détruit Babo Laurent. La réaction des Africains a fait que la mobilisation contre la CPI a fait que la lutte pour le panafricanisme est devenue beaucoup plus particulière et on a vu les différents mouvements dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est un mouvement, comme je l'ai dit, on peut partir, mais le mouvement sera éternel tant que les Occidentaux auront envie d'exploiter les Africains et tant que les Africains auront envie de se libérer, ils vont le faire à un moment donné de façon coordonnée. C'est cela qu'on appelle le panafricanisme. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, il faut poser la question de la réforme des institutions internationales, la question de la décolonisation de l'économie mondiale. Il faut encourager l'émergence d'un monde multipolaire et polycentrique. Voilà ce que nous sommes en train de faire. On ne peut le faire que quand, en tant que nationaliste et de façon coordonnée, en tant que panafricaniste. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc, il y a des victoires panafricaines, la libération de Mandela, la libération de Gbagbo Laurent, l'arrivée au pouvoir des officiers, tout cela, là, la victoire du passé, tout cela, ce sont des victoires panafricaines. Donc, le panafricanisme connaît des victoires. Notre travail, c'est de faire en sorte de montrer que, Kwame Nkrumah, là, les gens parlent de Bassirou Diomaye Faye qui est sorti de prison, qui est devenu président 2 semaines après. Nkrumah, là, il était en prison. Son parti, là, la convention du Parti du peuple, là, qu'il a créé le 12 juin 1949, là, c'était écrit clairement dedans que son parti allait faire la promotion du panafricanisme. Il était en prison. Et puis, il y a eu des élections au Ghana. Son nom était sur le on the ballot, comme on dit aux États-Unis. Et puis, il a gagné l'élection.
les Britanniques l'ont libéré. Et de la prison, là, comme l'histoire de Joseph, là, il est devenu Head of the Government Business. C'est des choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Notre travail, là, c'est d'expliquer tout cela aux gens. Donc, on connaît des victoires et on en connaîtra encore. On aurait beaucoup plus de victoires si on travaille de façon synergique, de façon coordonnée, et si on se donnait le bénéfice du doute. Il y a des gens qui pensent qu'en voulant attaquer le Togo, et comme on a contribué à faire le travail que nous faisons avec un certain nombre de personnes, donc il faut qu'on vienne me détruire, et à la fin de la journée, qui gagne? Ce n'est pas eux qui gagnent, c'est les Français qui gagnent. Et voilà, il ne faudrait pas que les gens non plus se trompent de cible et se trompent de combat. Voilà, nous avons fait Alors, ce travail. à quand le 9e congrès panafricain? Est-ce que c'est dans 6 mois, dans un an? Non, non, je pense que ça devrait avoir lieu dans les 6 prochains mois ou bien dans les 9 prochains mois. Merci, docteur Niaka Lagouké, d'avoir été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Lincoln aux États-Unis. Un grand merci d'avoir disposé, en tout cas, ce temps précieux que vous nous avez accordé d'ailleurs au détriment de vos occupations. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, cliquez, likez et partagez cette émission. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez du sujet que nous venons de débattre avec le docteur Niaka Lagouké. Merci et à très bientôt.